Une autre grande figure sénégalaise fait l'actualité, mais en plus heureux. Un ancien ministre de la Culture d'ailleurs, ancien ministre de l'Éducation également, Amadou Mahtar Mbow, celui qui a dirigé l'UNESCO pendant 13 ans, entre 1974 et 1987. Amadou Mahtar Mbow a fêté ses 100 ans hier, 20 mars, un siècle de vie utile selon une grande partie de l'opinion sénégalaise. Oui, vous savez, pendant ces quelques jours, nous avons eu à connaître davantage Amadou Mahtar Mbow. Vous connaissez un peu Amadou Mahtar Mbow, mais nous avons découvert des facettes d'Amadou Mahtar Mbow. Quand j'ai vu la photo d'Amadou Mahtar Mbow militaire avec dans l'armée de l'air, j'ai dit tiens, ça effectivement. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne savais pas ça. Quand on a regardé son cursus également, c'est un combattant, c'est vraiment quelqu'un qui s'est forgé lui-même au niveau de ce pays et même au niveau international. Premier, vous l'avez dit, premier directeur général africain. Moi, je ne veux pas dire noir d'ailleurs, parce que noir, c'est un peu... c'est pas péjoratif, mais il ne faut pas qu'on l'étiquette comme ça. Premier directeur général africain, parce que c'est un africaniste. Il s'est battu pour rehausser l'Africain au niveau mondial, avec tout ce qu'il a eu à subir au niveau de l'UNESCO. Il s'est battu, il a eu à former beaucoup de personnalités, même en Afrique. J'ai même appris que Thabo Mbeki a eu à bénéficier de l'aide de Amadou Mahtar Mbow pour ses études, etc. Donc c'est un grand homme qui est un véritable ambassadeur pour l'Afrique et pour le Sénégal. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall lui a rendu hommage en Conseil des ministres et nous lui souhaitons encore longue vie et bonne santé. Son passage à l'UNESCO marqué par son idéal du Many Voices One World, c'est-à-dire qu'il recommandait l'établissement d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication plus équitable. Comment évaluer cet idéal aujourd'hui, hein? Oui, c'est un idéal, j'allais dire, d'équilibre, c'est un idéal de justice. C'est un idéal qui met au même pied les pays développés, les pays en voie de développement. Il s'est beaucoup battu. Quand de grandes puissances voulaient que leur intervention ou leur poids dans l'UNESCO doivent dépendre du niveau de leur participation, de leur cotisation, eh bien il a dit non. Il a dit un pays, une voix. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire pendant ces moments-là, quand on savait ce que représentaient ces grandes puissances. Et il a tenu bon. Et je pense que justement cet idéal-là, il l'a porté. On est encore très loin d'un monde équilibré. Absolument, je vous l'accorde. Nous sommes encore très loin. C'est un combat qu'il faudrait mettre. L'Afrique doit se positionner davantage au niveau de l'échiquier mondial. Et je suis persuadé qu'avec le potentiel dont dispose l'Afrique, c'est possible. Il faut que nous tous, nous puissions y croire. Lors de la cérémonie de célébration de ces 100 ans hier au musée des civilisations noires, on ne pouvait pas trouver meilleur endroit. Lors de cette cérémonie, donc, où il a été présent lui-même, Amadou Mahtar Mbow, a délivré un message aux jeunes. Il a dit que la jeunesse ne doit pas désespérer. Malheureusement, elle est déjà, cette jeunesse sénégalaise qui a envahi la rue dans tout le pays presque pour dénoncer la mauvaise qualité de son existence, ces émeutes d'il y a quelques jours. La jeunesse, c'est une force. Je pense que le Sénégal a une force extraordinaire. C'est sa jeunesse. On peut même l'étendre au niveau de l'Afrique. La jeunesse n'a jamais été un problème. C'est une force, c'est une opportunité d'avoir un pays avec beaucoup de jeunes. 75% moins de 35 ans. C'est extraordinaire. Les pays développés, les pays européens ne l'ont pas. Donc il faut transformer cette force en véritable mécanique, en véritable mouvement vers le développement. Vous avez fait 9 ans de pouvoir, vous n'avez pas encore réussi. Vous savez, beaucoup de choses ont été faites pendant la magistrature du président Macky Sall depuis 2012. Les questions de jeunesse. Je peux même vous dire, par exemple, au niveau même de l'emploi des jeunes, etc., beaucoup de choses ont été faites. Nous pouvons même donner un exemple précis dans le recrutement dans la fonction publique. Vous savez, quand le président Abdoulaye Wade venait au pouvoir, il a trouvé un stock dans la fonction publique de l'ordre de 65 000 personnes, 65 000 agents.
Le président Abdou Diouf plutôt, 65 000, Abdoulaye Wade a trouvé. Quand le président Abdoulaye partait, en 2012, c'était 91 000. Donc il a eu à recruter 26 000. Le président Macky Sall, partant de la base de 91 000 agents, on est aujourd'hui à 154 018 précisément. Donc lui, il a ajouté 63 000 en 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans. Rien d'impressionnant quand on regarde l'évolution démographique. Oui, très mais croissante attention, du pays, justement, quand on met une corrélation entre cette évolution démographique et le point de départ, ce que je pouvais appeler les conditions initiales, il a fait un bond extraordinaire. Mais ce n'est pas suffisant. Nous le reconnaissons. Il y a encore des efforts importants. La population est très jeune. Il faudrait analyser ça de manière très sereine, de manière très responsable. Et c'est le sens de toutes les mesures qu'il est en train donc de prendre et qui, j'en suis certain, vont donner des résultats. Il a pris l'exacte mesure de la situation pour lui apporter des réponses qui sont en mesure des attentes de la population et particulièrement de la frange jeune de la population sénégalaise. Non, mais il a été obligé, lundi 8 mars, le chef de l'État, obligé de prendre la parole pour annoncer de nouvelles mesures qui visent à offrir du travail aux jeunes. 300 milliards de francs CFA déclarés pour ça, pour 3 ans, 100 milliards années. Depuis le 8 mars, qu'est-ce qui a été fait? Quel est le premier jalon, ou les premiers jalons qui ont été posés depuis? Il n'a pas été obligé. Il a joué son rôle. Il a analysé. C'est pas le principal dans la question aussi. Exactement, mais c'est important quand même de le souligner qu'il a écouté, il a regardé, il a analysé. Il a dit, j'ai fait beaucoup d'efforts. Effectivement, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais cela ne suffit pas. Il faut un changement de paradigme. Il faut analyser profondément la situation. Et avec humilité. Avec humilité. C'est ça qu'il a eu à faire. Et je pense que l'ensemble de la population a été d'accord pour dire que c'est un excellent discours que nous avons le 8 mars. Quand on dit obligé, le président, s'il est obligé à faire une déclaration, il n'y a pas de problème. Oui, mais ce n'est pas une obligation. Disons, pas une obligation. Il a joué son rôle de véritable chef d'État. C'est ça qu'on attendait d'un président de la République dans un contexte aussi particulier. Et il l'a fait. Et je peux vous dire que dans les jours à venir, les mois à venir, le président Macky Sall, avec son gouvernement, avec l'ensemble de la population concernée, notamment les jeunes, les associations de jeunes, tous ceux qui sont en train de s'organiser. Vous voyez, donc le dernier conseil des ministres, il a demandé même la tenue de comités départementaux de développement au niveau de l'emploi, comité régional de développement pour l'emploi des jeunes, et à partir de toutes ces rencontres et leurs conclusions et les données qui sont à sa disposition, il prendra des décisions qui seront mises en œuvre de manière efficace et efficiente, ça je peux vous le garantir. Il y avait déjà des mécanismes existants, très nombreux. Sur plus de mécanismes, on est habitué à voir des initiatives venant du gouvernement, du président de la République, et on en est là aujourd'hui, Omar Gueye. Vous voyez, le président Macky Sall, il a demandé qu'une situation lui soit faite, exacte, sur tout ce qui a été investi. Vous avez entendu le ministre des Finances dire qu'il y a 683 milliards si on prend la somme de tout ce qui a été mis à la disposition pour régler le problème, pas de manière définitive. On ne pourra jamais régler le problème définitivement de l'emploi, mais 683 milliards. Eh bien, et le président Macky Sall a demandé aussi qu'une analyse fine et profonde soit faite sur les résultats obtenus par rapport à ces investissements dont il a eu à prendre des décisions et mettre à disposition. Et par rapport à cela, il faudrait donc tirer les conclusions et les leçons de cela pour que cette nouvelle phase très importante, 350 milliards, 150 milliards cette année de francs CFA, 100 milliards en 2022 et 100 milliards en 2023, que nous puissions avoir plus d'efficience. Ce qu'on peut noter, comme vous l'avez dit, Babacar, au départ, c'est que la population augmente, c'est vrai. La frange jeune augmente. Nous n'avons pas encore atteint la taille critique pour régler définitivement ce problème. Eh bien, nous allons nous y atteler pour faire en sorte que, de manière globale, nous puissions trouver des solutions multiformes. Pas seulement dans le sens de l'emploi salarié, mais inspecter et regarder, prospecter toutes les possibilités qui s'offrent, et nous savons qu'il en existe, pour que cette jeunesse vaillante puisse trouver justement des activités génératrices de revenus et de l'emploi. Concernant toujours les décisions prises, celles qui
seront à prendre aussi. Qu'en sera-t-il des hommes? C'est pour parler des collaborateurs du président public. Est-ce qu'il y aura des changements dans la distribution des responsabilités? Cela, nous le laissons à l'appréciation du président de la République. Vous savez, le président de la République, c'est lui qui décide de tout cela. C'est lui qui choisit ses collaborateurs, c'est lui qui choisit son équipe. Il faut lui laisser quand même cette possibilité, ne pas anticiper. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que le président Macky Sall est dans de très bonnes dispositions. Vous avez écouté son discours du 8. Il a dit, je vous ai entendu, j'ai compris la situation dans laquelle vous vous trouvez. Eh bien, je chercherai à trouver des remèdes. Laissons-lui cette possibilité. Je suis persuadé qu'il trouvera les hommes et les femmes qu'il faudra pour pouvoir mettre en œuvre ces décisions qui vont venir, très attendues. Il va présider très bientôt un conseil, on peut l'appeler conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Et de ce point de vue-là, des décisions seront prises et seront immédiatement mises en œuvre. Est-ce que ce seront des changements en profondeur? J'imagine que vous avez vu l'allusion. Un remaniement ministériel se prépare-t-il, par exemple? Vous savez, tout cela, Babacar, au risque de vous décevoir, entre guillemets, nous ne devons pas faire de spéculation à ce niveau de responsabilité. Laissons le président Macky Sall, c'est lui qui a été élu par le peuple sénégalais, est très bien élu. Depuis 2012, une situation particulière s'est produite. Il a analysé la situation, il prendra des décisions. Quelle forme ces décisions vont prendre, je ne saurais pas le dire ici. Et personne ne peut vous dire cette forme de décision. En tout cas, il est en train d'analyser, de s'organiser, de demander des inputs. Et par rapport à la situation et en fonction des données qui sont à sa disposition, il prendra les mesures qui s'imposeront. Vous savez, un remaniement ministériel, le président en a fait. Ce n'est pas par rapport à une situation particulière ou pas. C'est par rapport à son axe de gouvernance qu'il prendra les décisions qui s'imposeront. Les émeutes d'il y a quelques jours qui ont poussé le président public à réagir en faveur des jeunes. En même temps, sur la crise sanitaire, la rue a imposé un assouplissement des mesures anti-Covid-19. L'état de catastrophe sanitaire vient d'être levé. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous en avez mesuré les possibles impacts sur la gestion de cette crise sanitaire du coronavirus? Vous savez, le coronavirus est entré dans notre pays depuis le 2 mars 2020. Nous avons hélas fêté son anniversaire de la manière la plus douloureuse. Aujourd'hui, nous avons dépassé le cap des 1300 morts avec beaucoup de désastres dans des familles. Ici est ajoutée la situation que vous avez évoquée, la situation de crise que nous avons vécue ces semaines dernières. Je saisis cette occasion d'ailleurs pour présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers. De tout cela, il faut en tirer des leçons. Vous savez, une crise, elle est faite comme un nouveau départ. Partout dans le monde, il y a eu beaucoup de changements, il y a même eu beaucoup de progrès qui sont nés à partir de crise. Donc, de ce point de vue-là, par rapport au gouvernement et à la Covid, cette Covid a été quelque chose de très difficile, subi à travers le monde. Le Sénégal était dans une croissance très bien connue, 6,6%, 6%, etc. La Covid est venue comme un décélérateur de croissance de manière très brutale. Au niveau mondial d'ailleurs, même dans les pays européens, beaucoup de pays sont en récession parce que leurs croissances seront négatives. Dieu merci pour le Sénégal. Grâce à une bonne campagne agricole, vous vous rappelez, nous avons une bonne production agricole en 2020. 1 800 000 tonnes d'arachide, 3 800 000 tonnes de céréales. Chiffre douteux pour certains. 95% de nos besoins en céréales. Les acteurs eux-mêmes se demandent où est-ce que vous les avez trouvés. Les 95% besoins de céréales, nous les avons aujourd'hui. Allez sur le terrain, vous vous rendez compte. Vous savez, nous bougeons beaucoup. Malgré la Covid, nous sommes quand même à l'intérieur du pays. Donc, nous aurons une croissance de 1,7%. Donc, nous ne sommes pas en récession. Mais nous n'attendions pas ça. Nos prévisions pour cette année dépassaient cela. C'était dans l'ordre de 5-6% de croissance. Donc, c'est une situation difficile. Et notre économie est une économie informelle, Babacar, qui ne
s'accommode pas de confinement, qui ne s'accommode pas de situations particulières. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, ces personnes sont obligées de travailler même tard dans la nuit. Le président Macky Sall a pris des décisions depuis un certain temps. Et il a décidé un assouplissement de tout cela. On n'est plus en état de catastrophe sanitaire, c'est élevé. Cela libère les populations pour pouvoir travailler. Mais cela aussi le remet dans leur responsabilité personnelle. Aujourd'hui, Babacar, moi je suis responsable personnellement de mon comportement par rapport à la Covid. C'est-à-dire les gestes barrières. Nous devons continuer quand même, tout en travaillant, parce qu'il faut qu'on travaille. On ne peut pas laisser. Si les gens, on les enferme, ils ne vont pas mourir peut-être de Covid, ils vont mourir de faim. L'économie est informelle. Donc de ce point de vue-là, les mesures barrières doivent continuer. Port du masque, se laver les mains, les distanciations physiques, etc. C'est vraiment une introspection, un appel à la population de continuer à faire face. Les vaccins sont là, on a commencé à vacciner. Nous espérons que ça va aller crescendo par rapport aux doses que nous allons recevoir, mais la pandémie, elle est là. Elle n'est pas encore partie. Elle est là, elle cause des problèmes. Mais protégeons-nous, mettons nos masques, continuons à mettre nos masques et pensez aux personnes les plus âgées qui sont les plus fragiles. Ces manifestations, c'était à la base contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko qui fait l'objet d'une enquête suite à une plainte d'une jeune femme qui l'accuse de viol. Elle a parlé cette semaine, la plaignante. Vous l'avez très certainement écoutée. Vous en pensez quoi? Ce que je pense fondamentalement, c'est qu'on a voulu compliquer une affaire simple, une affaire civile, entre deux citoyens sénégalais. Une citoyenne qui s'est sentie, disons, victime, exactement, merci beaucoup, qui s'est sentie victime et qui a porté plainte. C'est une affaire donc purement judiciaire. Ce n'est pas une affaire politique. Quand une personne se sent victime, elle peut porter plainte et à la justice de trancher. Les soulèvements qu'il y a eu peut-être un catalyseur, mais les personnes qui se sont soulevées, souvent quand on leur pose la question, parce qu'on en a rencontré quelques-uns, ils ne vous disent pas c'est à cause de ça. Ils ont dit, bon, il y a un mouvement d'ensemble qui s'est produit et nous avons suivi ce mouvement d'ensemble. Moi, j'ai vu des élèves on les a sortis d'école. On est venu leur dire sortez. Et quand vous sortez, il faut dire ce slogan-là. Donc, vous voyez que on ne peut pas faire un rapport de cause à effet direct. Vous voulez parler de manipulation des foules. Il y a certainement ça. Il y a certainement, et c'est certain d'ailleurs, qu'il y a une manipulation de foule. Oui, mais il y a eu également... L'opposition et d'autres Sénégalais estiment que forcément, il y a une volonté de votre part d'éliminer un adversaire politique via cette affaire judiciaire privée. C'est la conviction de beaucoup. Vous voulez, selon eux, empêcher Ousmane Sonko de se présenter à la prochaine élection présidentielle, par exemple. Mais quel intérêt le pouvoir, encore moins le président Macky Sall, ont-ils à créer une situation? Est-ce que c'est le président Macky Sall qui a trouvé Ousmane Sonko en lui disant on vous prend, on vous amène là où vous êtes parti vous faire masser? Non, le président n'était même pas au courant. Donc partant de là, on ne peut pas dire qu'il y a une velléité du pouvoir. Le président Macky Sall, depuis 2012, l'occasion est peut-être belle pour vous. En 2012, et depuis 2012, gagne toutes les élections. Je dis bien toutes les élections. Nous avons une majorité dans ce pays. Et ça, je ne le dis pas comme ça en l'air. Hein. Nous avons des bases politiques. Nous sommes sur le terrain politique. Nous savons que la majorité de la population sénégalaise adhère à la politique du président Macky Sall. De par cette politique qu'il est en train de mettre en œuvre avec le plan Sénégal émergent. Ce sont les prochaines élections qui vont le dire. Oui, mais justement. Mais attendons les prochaines élections alors en ce moment pour pouvoir... pour que le peuple sénégalais puisse choisir. Vous avez bien raison. Une démocratie, c'est des rendez-vous. Et ces rendez-vous-là, ce sont des élections. Seule une élection ou des élections peuvent déterminer
si une personne ou une coalition ou un parti, disons, a une majorité au niveau du peuple sénégalais. En tout cas, jusqu'à maintenant, toutes les élections que nous avons organisées avec le président Macky Sall, nous les avons gagnées. Donc, il n'y a pas un intérêt à vouloir éliminer un adversaire politique ou autre. L'élimination d'un adversaire politique, cela se fait par des élections, au niveau des urnes. Il y a une qui intéresse particulièrement les acteurs, c'est la présidentielle, la prochaine, 2024. Je vous demandais tout à l'heure s'il y avait une volonté de votre part d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter. Et Macky Sall, alors, il aurait confié récemment qu'il n'a jamais dit qu'il allait se représenter en 2024. Vous confirmez, Omar Gueye? Vous savez, moi, ce que je peux vous dire sur cette question, c'est que en 2024, il y aura une élection présidentielle. En 2024, il y aura des candidats qui déposeront leur liste, leur candidature au niveau du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui va décider, qui va dire qui peut être candidat, qui peut ne pas être candidat. Nous ne sommes pas encore en 2024. Vous savez, nous traversons une situation difficile dans le monde. Oui, même avant, avant la Covid. On va s'arrêter un peu parce que vous faites une allusion assez intéressante. Vous semblez dire que Macky Sall peut se présenter alors, parce que vous êtes responsable à l'APR. Vous faites partie des membres de la plus haute instance de ce parti-là, le secrétaire exécutif national de l'APR. Je ne suis pas du Conseil constitutionnel. Moi, je pense que les élections sont réglées. Il vous a dit quoi, Macky Sall, que je ne me représenterai pas? Je ne suis pas du Conseil constitutionnel. Vous savez, moi, ce qui me préoccupe, ce ne sont pas les prochaines élections là. C'est comment résoudre. Et c'est ça qui préoccupe le président Macky Sall. Comment résoudre le problème des Sénégalais? Il a été élu pour ça. Mais il a été élu pour régler le problème de l'équité territoriale. Il a été élu pour régler le problème de l'eau, de l'électricité, de l'emploi des jeunes, Babacar. On est d'accord, Omar Gueye. Voilà. Laissez-moi vous poser la question. Ce suspense autour de la décision que Macky Sall va prendre vis-à-vis de cette sélection, ce suspense-là a posé de son poids dans ces manifestations violentes qu'on a. Il ne devrait pas éclairer la lanterne de l'opinion sur ça un peu. Pas du tout. Babacar, quand vous voyez des jeunes qui attaquent Auchan, disons-le, ou des stations, ou des, c'est par rapport à une prochaine élection? Pour prendre du riz, du pain, etc. C'est par rapport à une prochaine élection? Non. Il ne faut pas. Je pense nous devons éviter de faire de l'amalgame par rapport à ce qui s'est passé. Non. Ceux qui sont sortis, ce ne sont pas des personnes qui sont sorties pour les prochaines élections. Les prochaines élections, la date est connue. Ça va se tenir. Mais laissons ceux qui sont chargés de l'organiser et de recevoir des candidatures, à régler la question. Concentrons-nous sur des... Vous savez, le temps, moi je dis toujours, le temps n'attend pas. Hein. Dans une journée, il y a 24 heures. Hein. Dans une semaine, c'est 7 jours. Dans un mois, c'est 30 jours. Dans un an, c'est 12 mois. Ce que nous devons faire le matin, n'attendons pas l'après-midi. Si nous passons tout notre temps, et c'est ça le drame au Sénégal, on ne travaille pas suffisamment, Babacar. On passe beaucoup de temps à parler, à faire des projections, à faire de la politique politicienne, alors que la terre tourne. On va terminer sur ça. En ce moment précis, d'autres pays travaillent et émergent. On va terminer Nous devons aller vers l'émergence et travailler. On va terminer avec cette question sur ceci. Personnellement, Omar Gueye, vous estimez que Macky Sall, votre chef de parti, il doit se représenter à la présidentielle de 2024, oui ou non? Vous savez, moi, c'est une question sur laquelle je ne vous apporterai pas une réponse, comme vous le souhaitez. Ce sont des questions qui ne nous préoccupent pas, nous. Ça, je vous le dis, ça ne nous préoccupe pas. Je vous ai dit, notre centre d'intérêt, c'est quoi? C'est régler le problème des Sénégalais, accompagner le président Macky Sall pour qu'il réussisse sa mission par rapport aux attentes des populations, comme il est en train de le faire depuis son élection, depuis 2012. Le pays a fondamentalement changé. Peut-être le temps ne le permettra pas pour entrer vraiment dans les détails sur ce qui a été fait et bien fait. Et ça aussi c'est important. On ne passe pas suffisamment de temps pour voir où est-ce que c'est le Sénégal en 2012 et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans tous les domaines.
dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, dans le domaine de la gouvernance, dans beaucoup de domaines où on a eu beaucoup d'acquis. Vous vous souvenez, Babacar, les émeutes de l'électricité, avant que le président Macky Sall vienne, 500 mégawatts seulement de production dans tout le pays. Nous sommes à plus de 1500 mégawatts à l'heure actuelle. Il y a eu des avancées, 32 km avant 2012 d'autoroute. Nous sommes à plus de 225 km d'autoroute. Actuellement, ce qui a été fait, même dans le cadre de la décentralisation. Ah ça, on y revient, la décentralisation, il y a beaucoup de problèmes. Mais Babacar, il faut concentrons-nous. Moi, je voudrais que le peuple sénégalais se mette au travail. Pour clôturer ce thème sur les forces en présence dans l'espace politique, vous voulez pas répondre au sujet de Macky Sall et de son attitude vis-à-vis de 2024. On évoque de plus en plus une ouverture encore beaucoup plus importante des possibilités politiques, du champ politique. On évoque les retours de Khalifa Sall, de Karim Wade, qui pourraient bénéficier d'une loi d'amnistie des crimes économiques et financiers. Est-ce que c'est un sujet que vous traitez dans votre parti, dans votre coalition? Est-ce que c'est une possibilité, le retour de Karim Wade, d'abord, par exemple? La première question, ma réponse est non. En tout cas, moi, je n'ai pas assisté à une instance gouvernementale ou politique où on traite de cette question. Non. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres instances où ça se traite, mais si vous me posez directement la question, moi, je vous dis, je n'ai jamais assisté à une rencontre où cette question a été évoquée. Maintenant, pour le reste, je pense qu'au Sénégal, ceux qui ont ce pouvoir de le faire peuvent prendre l'initiative de le faire. Hein. L'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale ou d'autres instances où il était possible de le faire. Mais je vous dis... Vous êtes favorable à un retour de Karim Wade dans l'espace politique sénégalais? Vous savez, moi, mon point de vue sur ces questions-là, la justice a fait son travail. Le président de la République détient un pouvoir très important qu'il a eu à user. D'autres entités, d'autres pouvoirs aussi détiennent les leurs. Il faut leur laisser assumer, en tout cas chacun à ce qui le concerne, ses responsabilités. Mais encore une fois, moi je vous dis, nous sommes concentrés vraiment sur les questions de développement économique et social des Sénégalais. On n'en a pas fini, je l'ai annoncé à 2 reprises, mais on n'en a pas encore fini avec la politique. Omar Gueye, le porte-parole du gouvernement, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, maire de Sangalkam, l'invité du grand jury de RFM. Les prochaines élections municipales et départementales, a priori, ça aurait dû se tenir ce mois de mars, après un 2e ou 3e report. Elles devront se tenir quand, maintenant? Toujours en 2021? Vous savez, Babacar, moi, si ça dépendait que de moi, ça, je donne mon point de vue personnel, on va aux élections très rapidement. Très rapidement. Et je suis persuadé que nous allons gagner l'écrasante majorité des collectivités territoriales. Si ça dépendait que de moi, demain, après-demain, ou dans quelques mois, on va aux élections. Mais il faut un consensus. Hein. Vous savez, les élections, c'est la classe politique. Nous sommes dans le dialogue politique, les gens ont bien discuté, se sont mis d'accord sur beaucoup de points. Je pense qu'il n'y a que 2 points sur lesquels ils ne sont pas encore d'accord. Mais pour le reste, si la classe politique se met d'accord, si tous les préalables sont réunis, il faut aller aux élections. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi, je suis prêt pour que nous puissions aller aux élections locales. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elles vont se tenir en 2021? Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Tout dépend du consensus qui va se dégager par rapport avec la classe politique qui est en train de discuter. Si la classe politique, il y a un consensus pour 2021, oui, allons-y en 2021. Sinon, il faut se mettre d'accord sur le consensus. C'est ça aussi la politique. Il y a des préalables, cette discussion entre acteurs, d'accord. Mais ces réformes que vous êtes en train de préparer, cette réforme territoriale consistant à supprimer ces villes en tant que collectivité territoriale, les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès, elle tient toujours, non? Elle tient, en ce qui me concerne. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème. Nous n'avons pas de problème particulier avec les maires de ville ou autres. Mais nous voulons être conformes, franchement conformes par rapport à l'acte 3 de la décentralisation au Code général des collectivités territoriales. Je l'ai répété et je l'ai dit à plusieurs fois. La ville, c'est une entité hybride
Parce que l'article 1 du Code général des collectivités territoriales dit, dans le respect de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, les collectivités territoriales du Sénégal sont le département et la commune. Pourquoi ne pas réformer en faveur du maintien des villes? Alors, on évoquait Amadou Montarbo, on évoquait l'UNESCO, on évoquait patrimoine, on évoquait culture. Vous savez, pourquoi ne pas réformer en faveur du maintien de ces villes-là? La ville en tant que superstructure, la ville existe et existera. La ville a existé avant même d'être collectivité territoriale. La ville n'a existé qu'en 1996 avec les réformes. Avant, c'était une commune. La ville, c'est quand on a créé des communes d'arrondissement, Babacar. On a créé des communes d'arrondissement, on a dit, bon, c'est possible de créer une entité qui les regroupe. C'est possible. Ça, c'est le code qui le dit. C'est possible de créer, si possible, une entité qui regroupe une sorte d'intercommunalité, que j'appelle intercommunalité forcée, des communes d'arrondissement qui se retrouvent pour créer une ville. Mais il n'y a plus de communes d'arrondissement. Toutes les communes sont d'égale dignité maintenant. Ici à Dakar, de plein exercice. Mais il y a 19 communes à Dakar. Cette réforme-là, quand est-ce que vous allez la mettre en œuvre? Alors, cette réforme, le débat est posé. Actuellement, beaucoup d'entités donnent leur point de vue et leur avis. Et à partir de ce moment, maintenant, tout va converger vers le président de la République. Mais vous avez écouté le président de la République le 31 décembre dernier, qui a aussi donné son point de vue sur la question. C'est une situation assez particulière. Aujourd'hui, nous avons des communes de plein exercice qui doivent avoir des ressources importantes. Mais il y a des ressources que les communes devaient avoir qui se trouvent au niveau de la ville. Alors qu'il n'y a plus cette dépendance-là entre communes d'arrondissement et ville. Mais concrètement, quand est-ce que vous allez, quand est-ce que la réforme va avoir lieu, puisque c'est un préalable important avant la tenue des prochaines élections territoriales? La réforme sera posée sur la table. Elle sera discutée, évidemment, avec tous ceux qui doivent en discuter. Et la décision finale, maintenant, appartiendra au président de la République, qui va, à partir des appréciations qu'il aura, enclencher le processus. Mais aujourd'hui, je dis, l'intérêt pour les populations même des villes, c'est que la ville en tant que collectivité disparaît. Mais la ville continue, on dit, Dakar sera toujours la capitale du Sénégal. Rufisque existera, on dira toujours, je vais à Rufisque, je vais à la ville de Rufisque. Il y en a même qui en a dans une commune, disent, je vais à la ville de Sangalkam, alors que Sangalkam n'est pas une ville. Donc c'est une notion qu'il faut dissocier avec la collectivité territoriale en tant que telle. L'érection de Keur Massar en département, cette promesse du président Macky Sall lors des dernières inondations dans la région de Dakar, ça se fera quand? Le 17 septembre, vous avez raison, 2020, le président Macky Sall s'est rendu à Keur Massar et a annoncé deux choses importantes. Effectivement, l'érection de Keur Massar. Et le plan spécial et la gestion des inondations de Keur Massar. Sur l'élection, nous y avons travaillé de Keur Massar. Le président Macky Sall, souvenez-vous, avait dit, j'instruis le ministre de l'Intérieur et le ministre des collectivités territoriales de préparer ce dossier avec l'ensemble des acteurs. Le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous avons travaillé là-dessus. Le dossier avance et le moment venu et le moment opportun, évidemment, ça va se faire. Mais c'est une décision prise par le président Macky Sall. Il y aura une départementalisation dans cette zone-là. Oui, le dossier avance très bien. Vous avez déjà défini le territoire de ce nouveau département? Alors, nous y avons travaillé. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ici, Babacar, les contours, etc., etc. Mais sachez que le gouvernement y travaille. Sangalkam, votre commune, va se trouver dans ce nouveau département? Vous savez, Sangalkam est dans le département de Rufisque. Sangalkam est assez éloigné de... Est-ce que Keur Massar va... Keur Massar, quand même... mais Sangalkam, c'est une autre histoire. Vous avez dû suivre dans le passé ce qui s'était passé là-bas. Sangalkam, c'était très grand. Nous étions même frontaliers de Keur Massar avant, la communauté rurale. C'était une grande communauté rurale qu'on a découpée en 4 morceaux. Ouais. Mais ça, c'est de l'histoire. Je pense que ce ne serait pas nécessaire de revenir là-dessus. Parce que vous continuez à revendiquer des portions de territoire qu'on vous a enlevées, n'est-ce pas, Oumar Gueye? Toutes ces réformes, tout ce que vous envisagez, peut-être la charrue devant les bœufs, parce qu'il y a tellement de manquements dans la vie des collectivités territoriales, les ressources financières, les incohérences territoriales.
quand par exemple des conseils municipaux tiennent leur réunion sous des arbres. On nous a donné avant cette émission l'exemple de la commune de Panal Wolof, c'est dans la région de Kaolack, dans le département de Guinguinéo. Quel triste spectacle quand une réunion de conseil municipal se tient à l'air libre sous l'arbre à palabres. Vous savez, d'abord je vous dis tout de suite là, par rapport à votre question sur laquelle vous êtes passé rapidement, je ne revendique aucun territoire dans la zone là-bas. Je revendique des corrections. Et ça, c'est une demande des populations. Il y a un découpage politique qui a été fait. Il faut des corrections, mais les corrections ne veulent pas dire disparition des communes qui existent actuellement. Donc ça, c'est le cas. Ensuite, effectivement, il y a des communes qui ont quelques difficultés en termes de sièges. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président Macky Sall a initié un programme très ambitieux qu'on appelle le PACASEN rural. Le programme d'appui aux communes. Parce que le PACASEN, jusqu'ici, ce sont les centres urbains qui en ont bénéficié. Le PACASEN, à l'heure actuelle, c'est 123 communes quand même. 123, oui. Et priorité aux communes urbaines. Exactement. C'est cette correction que le président Macky Sall... C'était très injuste, ça. Oui, moi je trouve que... Mais, on a commencé quand même à régler 123 communes qui représentent à peu près la moitié de la population sénégalaise. Donc, c'est 130 milliards, ce PACASEN, pour 123 communes sur 5 ans. Maintenant, les autres communes et les départements, il y a un programme très important, le PACASEN rural, 352 milliards sur 5 ans pour 476 collectivités territoriales. Ce PACASEN rural permettra justement de régler ces questions, entre guillemets, d'abri provisoire pour les mairies qui n'ont pas encore de siège. Et il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a quelques-unes, quelques communes qui sont dans ces situations. Mais ça va être réglé avec ce grand projet. Oui, tellement de projets et de programmes en faveur d'une bonne décentralisation depuis qu'on en parle, depuis l'acte 2 de 96, vos nombreux programmes PACASEN urbain, PACASEN rural, projet PNADT. Ça fait tellement de mécanismes et les collectivités territoriales sont toujours dans des situations difficiles. Alors, ces projets se déroulent normalement et très bien. Le PACASEN se déroule très très bien. Et l'intérêt du PACASEN, c'est que les collectivités n'apportent aucune contribution, 0 franc. Tout, on leur remet tout. Et ce sont les collectivités maintenant qui choisissent leurs programmes et projets et qui les réalisent. C'est en train d'être réalisé. Donc, ce n'est pas un programme en l'air comme ça. Il faut également dire que depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, les fonds de dotation et les fonds d'équipement ont beaucoup augmenté. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2012, le fonds de dotation était de 16 milliards, à peu près. En 2021, les fonds sont à 27 milliards. Pour 599 collectivités territoriales. Qui ont toujours existé. En 2012, les fonds d'équipement des collectivités territoriales étaient de 12 milliards 500. En 2021, ces fonds sont à 33 milliards. C'est quand même important en progression. Sans compter d'autres ressources, comme la contribution économique locale, qui est venue, dans le cadre de l'équité territoriale, faire en sorte que les patentes que recevaient certaines communes, eh bien, une partie reste dans ces communes, mais l'autre partie est partagée de façon équitable. Et quand on prend cette selle globalement, ça fait 50 milliards. Sans compter le PACASEN, nous l'avons dit tout à l'heure, les ristournes que les collectivités reçoivent, et également le fonds minier. Donc, globalement, les fonds ont eu une augmentation, au moins été multipliés par 2. Voire quelquefois même par 3, depuis 2012. Et ça, les collectivités reconnaissent cela en termes d'apport. Donc, de ce point de vue-là, il y a un effort important que le gouvernement a fait sous l'impulsion du président Macky Sall pour aider les collectivités territoriales. C'est évident maintenant, il faut y ajouter les programmes que l'État exerce directement à partir du niveau central, tels que le PUDC, tels que le PUMA, tels que Promoville, et d'autres programmes que le gouvernement est en train de faire pour les collectivités territoriales. Donc il y a des efforts très importants. On revient sur Keur Massar, ce plan spécial de lutte contre les inondations. Est-ce que d'ici le début de l'hivernage prochain, dans quelques petits mois, ce plan va prendre forme? Est-ce que les travaux ont démarré
Oui ou non? Je vous demande d'aller à Kermassar et de faire un tour. Vous allez vous rendre compte que les travaux, effectivement, ont démarré. Les entreprises travaillent, même le samedi, du lundi au samedi. En tout cas, c'est certain que les entreprises travaillent. Moi, j'y vais très souvent, hein, mais pas en mission officielle, si je peux m'exprimer ainsi. J'y vais très souvent. Chaque semaine, je vais au moins une fois à Kermassar. Mais je ne suis pas accompagné, j'y vais seul. Pas de problème la prochaine saison des pluies? Pour la prochaine saison des pluies, toutes les dispositions, je peux vous le garantir, sont prises pour qu'il n'y ait pas d'inondation comme on l'a vécu là-bas. Mais je veux vous dire que s'il y a, vous savez, les inondations, ça dépend aussi également des quantités de pluie reçues. Il y a des niveaux où vraiment... La science vous permet de savoir nous le souhaitons. Et d'anticiper. Oui, nous anticipons. Nous faisons les travaux nécessaires. Et nous ne souhaitons pas avoir des pluies qui dépassent des pluies décennales. 1000 mm ou 2000 mm. Alors là, quel que soit le pays au monde où ces grosses quantités de pluie vont venir, on ne peut pas faire face. Que disent les prévisions dans ce sens? Pour le moment, je ne sais pas encore. Je ne sais pas, mais nous le saurons très bientôt. Mais je peux vous garantir que l'engagement que le président Macky Sall a eu à prendre à Kermassar le 17 septembre 2020, les travaux, ces engagements-là sont en train d'être mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal, sur place. Omar Gueye, sur le plan politique, vous êtes le coordinateur de Benno Bokk Yakaar dans le département de Rufisque. Votre leadership, les médias en parlent d'ailleurs souvent, votre leadership contesté par beaucoup de responsables de votre camp politique. Vous savez, ces notions de coordonnateur, d'ailleurs, bon, il faut dire la vérité, hein, Babacar. Moi, je ne suis pas élu coordonnateur départemental de Rufisque. Non. Vous avez entendu parler, dans un département du Sénégal, une élection d'un coordonnateur départemental? Ça n'existe pas, non. Donc, je ne peux pas me prévaloir du point de vue strictement formel et représentativité même, qui n'a jamais été mesuré. Bomber le torse et dire, oui, je suis le coordonnateur, je suis ceci, je suis cela. Non. C'est un consensus, simplement, hein, qui se dégage, parce que quand même, quand des gens sont ensemble, il est bon d'avoir quelqu'un, on dit, bon, ok, vous nous coordonnez, c'est-à-dire vous organisez les réunions, vous portez les messages politiques, vous faites en sorte que nous puissions nous retrouver. Ce que nous avons fait d'ailleurs tout récemment, avec les événements qu'il y a eu, il y a eu une réunion très importante qu'on a tenue à Sangalkam, où tous les responsables de très grande envergure de Rufisque sont venus, tels que Souleymane Ndoye, qui est le président du conseil départemental, Seydou Diouf, etc., et d'autres grands responsables de Rufisque. Nous nous sommes retrouvés en coordination, comme son nom l'indique, pour analyser la situation et sortir une motion pour soutenir le président Macky Sall et son gouvernement face à cette situation. Donc moi, je n'ai jamais pris cette coordination-là comme étant quelque chose de... Mais je l'assume, puisqu'il y a un consensus. Évidemment, ça et là, il y a des gens qui disent « Ah non, pourquoi lui, pourquoi pas moi ?» Bon, mais ça, c'est le jeu politique. Mais moi, j'ai pas de problème. À Rufisque, il y en a qui vous pointent pour avoir bloqué des projets de développement des communes là-bas parce que tout simplement, vous vous entendez pas avec ces responsables. Quel pouvoir ai-je pour bloquer un projet de commune? Mais ça... D'ailleurs, si on vous le dit, vous dites, mais peut-être la personne qui vous le dit a quelque chose dans la tête qui ne tourne pas. Vos relations difficiles avec votre camarade de parti, Ndiagne Diop, député maire de Bambilor, sont de notoriété publique, par exemple? Vous savez, moi, j'ai pas de problème avec le maire de Bambilor. Est-ce que vous savez l'histoire qu'il y a eu entre le maire de Bambilor et moi-même? Quand j'étais président du conseil rural de Sangalkam, j'en avais fait mon premier adjoint. Et je lui avais confié, et tout le monde le sait, hein, parce que là je parle, tout le monde entend, pratiquement tout pour la gestion notamment dans le domaine foncier. Je lui ai confié tout. J'ai même créé un poste qui n'existait pas. Premier vice-président chargé des affaires domaniales. Ça, tout le monde le sait. Et dans cette communauté rurale de Sangalkam, vous savez, moi, mon problème fondamental, c'est la gestion axée sur les résultats. Le résultat. Il faut qu'on travaille. Quand j'ai accepté d'être PCR en 2002, je ne voulais même pas. On m'a poussé à être PCR. Je leur ai dit, mais d'accord, je prends la communauté rurale, mais les gars, il faut qu'on travaille. Hein. Il faut qu'on sorte des résultats. C'est la raison pour laquelle, c'est quand j'ai été PCR, en dehors de l'État, c'est nous qui avons construit
la maternité de Sangalkam, les 2 brigades de gendarmerie qui existent là-bas, le lycée de Sangalkam. Nous avons amené l'eau dans des villages, nous avons amené l'électricité à Mbut, Gorom 3, à Wembam et à Mbey, à Kounurgalap. Nous avons construit des écoles, des postes de santé. Nous avons formé 400 cadres dans cette ex-communauté rurale de Sangalkam. Aujourd'hui, nous avons fait un bilan extraordinaire dans l'ex-communauté rurale de Sangalkam. Maintenant, le découpage est venu, il y a eu un découpage. Moi, la commune de Sangalkam est la plus petite en termes de superficie. Ça a été voulu comme ça à l'époque. Cela ne me pose pas de problème, mais ça pose problème aux populations. On n'a aucun problème. Vous parlez du maire Ndiaye Diop. Lui-même, il a été un fervent défenseur de ce découpage-là qui n'a pas été équilibré. Je n'ai aucun problème avec lui. Tout ce que je peux faire, et au niveau du parti, les gens le savent. Au niveau du gouvernement, les gens le savent. Tout ce que j'ai pu faire pour pousser à sa promotion, ben, j'ai eu à le faire. Hein. Bien. Mais il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ne cherchons pas des problèmes là où ça n'existe pas. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'il y a un problème entre le maire de Bambilor et moi. Merci d'avoir en tout cas partagé tous ces sujets d'actualité avec nous. On le rappelle, on l'a dit en début d'émission, parmi les faits de cette semaine, cette sortie d'Adji Sarr, la présumée victime d'Ousmane Sonko. Elle l'accuse de viol, une affaire qui a coûté la vie à au moins 12 Sénégalais. Quand vous avez écouté cette interview d'Adji Sarr, vous aviez personnellement une émotion particulière par rapport à ce que vous avez entendu? Oui, vous savez, il faut respecter les personnes. Vous savez, les citoyens sont d'égale dignité. Ils doivent avoir le même traitement au niveau de l'information. Il y en a qui ont des privilèges d'avoir peut-être un traitement beaucoup plus accentué que d'autres. Adji Sarr, elle s'appelle Adji, elle se nomme Sarr, je crois. Oui, c'est bien ça. Elle est sénégalaise. Il faut qu'on la respecte. Elle a subi, selon elle, hein, parce que personne n'était là-bas, personne. Elle a été victime. Elle vous a convaincu dans ces accusations? Je laisse mon appréciation profonde, mais je veux simplement qu'on respecte cette jeune fille-là, qu'on lui accorde quand même qu'on respecte son sentiment qu'elle a exprimé. Maintenant, il faut laisser la justice justement régler cette question-là. Merci Oumar Gueye.